Bon après-midi. Alors que nous continuons de surveiller les données chaque jour, nous faisons tout notre possible pour réduire le nombre de cas de COVID-19 et éviter un scénario catastrophe. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est un effort d'équipe. C'est un effort d'équipe Ontario. Nous avons besoin de chaque personne, chaque ménage, chaque entreprise et organisation de faire leur part. Depuis des mois, nous faisons la promotion des lignes directrices de santé publique et la plupart des gens les suivent. Mais clairement, certains ne le font pas. Et voilà pourquoi nos inspecteurs provinciaux arrivent. Nous avons effectué des applications de loi et éducation dans 7 différentes régions de santé publique. Nous avons visité 400 restaurants et bars et 100 gymnases et salles de réception. La plupart de ces entreprises ont bien accueilli les visites. Ces inspections ne traitent pas seulement de l'application de la loi. Nous voulons mieux préparer les effectifs et les clients et le public en général. Et la bonne nouvelle, c'est que la vaste majorité des entreprises suivent les règles. Elles prennent la situation au sérieux. Merci à tous les propriétaires d'entreprises qui font leur part pour endiguer la COVID-19. Nous allons continuer à vous soutenir alors que nous sévissons contre les mauvais acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons lancer encore des campagnes de formation et d'application du règlement partout dans la province. Nous avons une équipe de 200 agents d'infraction provinciale de plusieurs ministères pour rendre visite à autant d'entreprises que possible. Et ces inspections proactives sont un outil nécessaire pour enrayer la pandémie dans les zones jaunes, oranges et rouges. Ce sont des mesures critiques pour empêcher des zones à passer au rouge. Toute entreprise nécessitant un plan de sécurité de COVID-19 devra nous le fournir par écrit. Et nous allons travailler avec eux de manière collaborative afin qu'ils aient les meilleurs plans possibles pour protéger leurs travailleurs et leurs clients selon la science et les conseils des médecins à jour. Mais je veux également envoyer un message aux contravenants. C'est votre avertissement, nous vous poursuivons. Pour tous les mauvais acteurs, tous ceux qui enfreignent aux règles en le sachant, nous allons venir vous chercher et vous fermer. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce genre de lieu de travail qui enfreint aux règles de manière effrénée. Ce virus se répand comme du feu. Il blesse vos clients, vos travailleurs et votre collectivité. C'est aussi simple que ça. Mes amis, nous sommes tous dans le même bateau et nous devons tous faire partie de la solution. Nous devons éviter le scénario catastrophe à tout prix. Et nous sommes prêts à faire tout le nécessaire pour éviter la provocation de ce virus avant qu'il ne tue plus de nos êtres chers. Notre gouvernement va imposer des restrictions supplémentaires en fonction du niveau d'alerte. Et ces mesures devront être sévères dans les zones rouges. Nous voyons des tendances alarmantes dans nos USI. Nous avons des décisions difficiles à prendre. Mais aujourd'hui, je demande au peuple de l'Ontario de m'écouter, surtout avec l'arrivée de la période des fêtes. Nous pouvons encore éviter le pire des scénarios. Nous pouvons protéger nos hôpitaux et nos foyers de soins de longue durée en suivant les mesures de santé publique. Nous pouvons sauver d'innombrables vies et cela vaut tout. Merci et que Dieu bénisse le peuple de l'Ontario. Maintenant, le ministre McNaughton. Merci, Monsieur le Premier ministre, et bon après-midi à tous. Depuis le début de la pandémie, la priorité de mon ministère et de tout le gouvernement était d'assurer que tous puissent revenir à la maison après une journée difficile au travail. Et pour assurer cela, nous prenons des mesures pour endiguer la COVID-19. Mon ministère a des personnes sur le terrain depuis le début de la pandémie. Nous avons effectué 27 000 inspections au soutien des collectivités partout en Ontario. Au cours du mois dernier, les agents provinciaux ont effectué des visites dans 1000 emplacements, des grandes surfaces, à Mississauga par exemple, et à Waterloo, ou partout. Nous éduquons les entreprises
Nous voulons surveiller les entreprises pour qu'elles suivent les mesures de santé publique. Ces plans sont nécessaires dans de nombreuses régions pour restreindre, protéger et contrôler. Dans les régions de Peel, une campagne de 2 jours au début de novembre a permis à plus de 50 agents à se rendre à de nombreux emplacements. 82% des emplacements suivent les mesures, mais certains ajustements sont nécessaires. Les entreprises veulent maintenir l'emploi de leurs effectifs et continuer à servir leurs clients. Mais nous n'hésiterons pas à frapper d'amende toutes les entreprises qui enfreignent de manière délibérée aux règles. Les campagnes qui ont fait l'objet d'une réussite à Peel et maintenant à Waterloo sont sur le point de commencer. Les agents qui se portent volontaires à ces campagnes font partie d'une équipe multiministérielle de 200 agents partout dans la province. Les régions qui ont besoin d'une assistance supplémentaire le demandent. À Toronto, York, Ottawa, dans l'est de l'Ontario et ailleurs, ces campagnes continueront. Il y a 200 documents de ligne directrice qui sont disponibles en ligne pour toutes ces entreprises. Et beaucoup sont déjà en train de réviser ces ressources. Encore, elles sont disponibles à ontario.ca/COVID Safety. Enfin, j'aimerais faire écho de la demande de la ministre de la Santé, du Premier ministre, du médecin hygiéniste en chef et d'autres. Nous devons tous travailler ensemble pour empêcher la propagation de la maladie. Porter un masque, se laver les mains fréquemment, observer le 2 mètres et rester à la maison si on ne se sent pas bien. Parce que la vie et la subsistance des gens en dépendent. Merci. La première question, Melissa Kindleria, York TV Holton. Allez-y. Bonjour. Je vais m'écarter un peu de la question de la COVID et ma question porte plutôt sur la loi 218 au soutien du redressement de l'Ontario. Dans ce projet de loi, les élections ont été mentionnées à Halton et à Burlington. Il y a des consultations publiques ou à Kingston. La moitié des résidents ont voté favorablement à la mesure. Mais ce projet de loi empêche aux municipalités de changer le système de vote. Alors pourquoi est-ce que les municipalités comme Burlington, pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas se changer de ce système de vote? Il s'agit de la normalisation partout dans la province. Nous avons voté de cette manière depuis 100 ans. Alors pourquoi confondre les gens? C'est le même système que d'habitude. Celui qui reçoit le plus grand nombre de votes devient conseiller ou maire. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et pour passer à notre dossier, les maires de Halton et la conservation de Halton vous ont envoyé une lettre pour les autorités de la conservation. On vous demande d'enlever l'article 6 du projet de loi 229 pour les autorités à émettre des permis. Et ces mesures affecteraient la procédure de manière négative. Est-ce que vous considéreriez regarder l'article 6 et revenir en collaboration avec les politiciens locaux pour une solution plus appropriée? Je vais parler avec le ministre de l'Environnement et ces gens-là parleront aux gens de Holt. Prochaine question, Mike Rowley, CBC News. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous parlez de ce qui se passe dans les hôpitaux, les admissions du SI, les patients de COVID-19 sont augmentant dans leur nombre depuis quelques semaines et les médecins sonnent l'alarme. Nous sommes maintenant au-delà du seuil des 150 patients. Vous l'avez déjà dit que ce serait difficile de maintenir les autres interventions médicales. Alors, quelles actions allez-vous suivre pour vous attaquer à la situation? Les arriérés d'intervention chirurgicale continueront, c'est-à-dire nous continuerons avec les interventions chirurgicales. Nous aurons des centaines de nouveaux lits
autour de 350, je le crois, et nous continuerons d'ajouter à la capacité pour faire face aux montées en flèche du nombre des cas. Le ministre McNaughton a mentionné rester à la maison si on est malade. Alors, mais c'est une question pour le Premier ministre. Encore, vous dites aux gens de rester à la maison s'ils sont malades, mais si vous devez travailler et vous n'avez pas indemnité de maladie ou congé de maladie, c'est quelque chose de difficile à faire. Auriez-vous des regrets au sujet de votre décision du gouvernement d'enlever ce droit exigé de quelques jours de congés payés de maladie par année? Notre gouvernement a investi 1,1 milliard de dollars en fait. Donc tous ceux qui sont malades auront 2 semaines de paye. Et bien sûr, nous mettons des lois en place pour que personne ne soit mis à la porte s'il est malade. Si vous avez la COVID-19, vous êtes bien sûr admissible ou vous avez droit, ou pardon, malade en général, vous avez droit à cette mesure. Prochaine question. Cooper, Newstalk 1010, allez-y. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, les services critiques de l'Ontario ont mentionné le seuil des 150 patients de COVID-19 a été atteint et elle a publié cette donnée bien avant que la province ne publie ces données. Pourquoi est-ce le cas? Est-ce que la province ne devrait-elle pas publier les données en même temps pour maintenir la cohérence? On dit, selon la province, qu'il y a 146 patients dans les USI. Le docteur Williams répondra à la question. Il y a 2 formes de données, comme nous l'avons déjà fait, selon les secteurs. Il y a les données de santé critiques et la combinaison des deux. Il y a une légère différence entre les 2 chiffres. Il y a des délais de rapport. S'il y a quelques différences, nous les abordons et nous cherchons à les rendre aussi cohérentes que possible. S'il s'agit d'une différence d'indice, eh bien c'est une chose, mais si c'est une énorme différence, nous devons voir ce qui est arrivé vis-à-vis de notre processus pour avoir un système de rapport des données plus cohérent. Merci pour vous, Monsieur le Premier ministre. Les doses de vaccins que la province cherche à obtenir, la ministre Elliott disait que ces données étaient en fonction des données par capita. Dans vos discussions avec le Premier ministre Justin Trudeau, la vice-première ministre ou quelconque personne dans le gouvernement fédéral, est-ce qu'il y aurait une mise à jour au niveau des vaccins antigrippaux pour la province? Bonne question, Haley. Nous avons eu une mise à jour en représentant du gouvernement fédéral. Le ministère de la Santé, on l'a confirmé, on a parlé avec quelqu'un dans le gouvernement fédéral, les fonctionnaires à très haut niveau, qui nous ont dit qu'on aurait à un certain moment 6 millions de doses de Pfizer et d'autres de Pantera, mais il faut diviser ce chiffre par 2. Cela nous permettra d'effectuer 1,2 million de tests. Je comprends que ces doses viendront et tout le monde en a besoin. 40% par capita, comme nous le faisons toujours. Il ne devrait y avoir aucune différence entre comment nous le ferons toujours. Jeff Gray de Globe and Mail. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voulais vous demander au sujet des mesures sévères qui seront imposées ou qui seront discutées au cabinet plus tard aujourd'hui et demain avant l'annonce. Est-ce que vous entretenez des discussions au sujet des soutiens pour les entreprises qui pourraient devoir fermer leurs portes ou qui voient leurs revenus baisser dramatiquement en raison des mesures? Est-ce que ce soutien est à la table en ce moment, est considéré? Oui, effectivement, avec le gouvernement fédéral, nous allons consacrer des milliards de dollars pour les petites entreprises. Nous n'allons jamais les abandonner et les soutenir dans tous les scénarios possibles. Nous serons toujours là pour elles, que ce soit les taux
l'hydroélectricité. Nous allons nous occuper de 90% de leurs frais d'électricité, 60% de leur paye aux effectifs, les coûts d'électricité, de gaz naturel. Nous cherchons à nous occuper de tous les frais d'exploitation. Et rien n'est mieux, évidemment, que la réouverture complète des entreprises. Mais nous essayons de faire notre mieux pour l'instant. Et bien sûr, ces entreprises sont admissibles à un prêt de 60 000 $ jusqu'à 2022. Oui, merci. Et puis, vous avez mentionné les mesures auxquelles nous pouvons nous attendre n'ont pas encore été décidées. Nous allons recevoir des recommandations du Dr. Williams. Mais pourriez-vous nous dire de l'échelle, est-ce que nous parlons d'une interruption majeure pour le commerce en détail, pour réduire les foules que nous voyons par exemple dans les centres commerciaux, la fermeture des commerces, peut-être un retour à la phase 1 dans certaines parties de la province. Est-ce que c'est cela que l'on envisage à l'heure actuelle? Nous allons suivre les recommandations du Dr. Williams et nous devrons prendre une décision. Je vais vous être franc, je n'ai pas les recommandations devant moi à l'heure actuelle, mais nous allons en parler avec le cabinet. Le Dr. Williams. Comme l'a dit le Premier ministre, pour vous être tout juste, nous avons donné les recommandations à la ministre Elliott et à plusieurs comités pour leurs commentaires. Les recommandations seront apportées au cabinet pour leur décision. Dans ce contexte, je n'ai pas trop de choses à dire pour l'instant, mais ces recommandations viendront bientôt. J'attends que le Premier ministre fasse ses déclarations quant aux recommandations, mais nous voulons bien sûr que nos chiffres fassent un plateau et redescendent, surtout dans les zones où il y a de préoccupations alarmantes, là où les chiffres augmentent, et selon les conseils des médecins hygiénistes. Dernière question, Brianna Carnegie, Global News Radio. Bonjour Brianna. Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci de répondre à ma question. La ville de New York a décidé de fermer toutes les écoles publiques suite à un taux de 3% de positivité. À Toronto, c'est autour des 6%. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous envisagez peut-être fermer les écoles à Toronto ou dans les points chauds? Oui, nous entendons parler de la table de santé, des experts. Nous voyons la transmission communautaire, par exemple dans les écoles. J'ai entendu de nombreux médecins parler de notre équipe de santé publique que, en fait, l'endroit le plus sécuritaire en ce moment pour les enfants, c'est l'école. C'est un environnement bien surveillé, contrôlé, ils sont divisés en cohortes et les enfants sont bien en sécurité là-bas. Je ne peux pas bien sûr parler des cas spécifiques sur le terrain. On voit la transmission dans les écoles, bien entendu, mais le Dr. Williams. Oui, nous avons vu l'annonce. Nous demandons à notre équipe de santé publique, en combinaison avec l'éducation, de voir les données et de comprendre ce qu'ils font, quelles sont les bases de ces données, quelles sont les infrastructures en place. Nous pouvons toujours apprendre d'autres compétences territoriales, apprendre de leurs expériences. Mais ce que nous avons fait dès le début, nous avons travaillé de manière très rapprochée avec le ministère de l'Éducation pour élargir nos ressources et mettre beaucoup de contrôle dans notre système avec des équipements de protection, la formation nécessaire, les effectifs appropriés. Et jusqu'à maintenant, comme l'a dit le Premier ministre, nous faisons beaucoup de révisions. Quelqu'un qui fait l'objet d'un test positif peut se confiner rapidement. Les écoles ne sont pas la source des infections, mais il y a beaucoup qui viennent des communautés à risque élevé. Donc, il ne s'agit pas des écoles en tant que telles, mais le taux d'infection dans les collectivités. Notre système tient le coup jusqu'à maintenant. Comme l'a dit le Premier ministre, les écoles sont très sécuritaires.
Les collectivités à risque élevé sont, quant à elles, une zone à risque. Nous cherchons à faire baisser ces chiffres dans les zones chaudes et partout dans la province afin qu'il y ait un besoin, afin de maintenir la sécurité dans les écoles et bien sûr dans les foyers de soins de longue durée. Et merci, Monsieur le Premier ministre. Lorsqu'il s'agit du manque de personnel dans les résidences de soins de longue durée, est-ce qu'il s'agit d'un problème de culture de travail, peut-être des travailleurs permanents plutôt que des travailleurs d'agence, ou peut-être une augmentation de salaire? Est-ce que le gouvernement considère ces options et quel serait un échéancier? Pour ce qui est des préposés dans les soins de longue durée, j'ai toujours dit ils ne sont pas payés suffisamment. Nous cherchons à augmenter leur salaire et, comme je le dis au cours des derniers jours, je veux que eux se sentent en sécurité également. Pour ce qui est des visiteurs qui entrent et qui sortent, les patients, nous cherchons un taux d'embauche de 100% pour que tous sachent qu'ils entrent dans un environnement sécuritaire. C'est ce que nous allons faire. Je pense que j'ai eu la 4e rencontre maintenant avec les travailleurs dans les soins de longue durée. Et nous allons faire un suivi, bien sûr, lundi, mais si nous arrivons à un taux de dépistage de 100% et un délai de 24 heures, cela rendra le milieu de travail bien plus sécuritaire pour le personnel et bien sûr pour les résidents. Merci tout le monde.